dans l'analyse qu'on tente aujourd'hui de ce terme. Par exemple, le site de Troussepaille, sur l'ancienne commune de Cordéac, qui s'appelle aujourd'hui Châtel-en-Trièves. Nous, dans les quelques textes qu'on a pu rassembler autour de cet édifice, il n'est jamais appelé bâti. Entre 1338, où on parle d'un castrum, et 1392, où on nous dit maison forte et forteresse. Pourtant, de nos jours, il y a le toponyme bâti qui est porté par une ferme en contrebas du site lui-même, qui se présente comme une motte massive, très isolée, à 1059 mètres d'altitude. Et le dictionnaire topographique rajoute encore à cette confusion en nous signalant sur la commune de Cordéac une bastide de Saint-Sébastien, qui est une commune proche. Mais s'agit-il bien du même site? Y a-t-il un deuxième site à chercher? Quand ce toponyme de bâti est-il apparu? Est-il tardif? Est-il ancien? Il nous apparaît en retenant de manière large les sites appelés bâtis dans cette approche diachronique que le terme connaît un regain d'usage à l'extrême fin du Moyen-Âge, voire à la période moderne. Par exemple, le site non localisé de la bâtie de Cessinay, que finalement nous n'avons pas retenu pour notre cartographie, il est connu par quelques actes depuis 1277 et appelé tantôt maison forte, une fois fortalicium, avant que soudain, en 1537 seulement, son propriétaire ne se pare du titre de seigneur de la bâtie Cessinay. À l'exception des sites qui ne sont pas localisés et de 5 sites qui n'ont pas pu être visités, nous avons visité, photographié et décrit 33 sites restant de cette comptabilité. Vous comprenez bien donc que cet inventaire rassemble des dossiers sur lesquels on ne dispose pas toujours de données très approfondies et qu'il demeure discutable et que site par site, des corrections seront certainement à apporter. Concernant la répartition des sites, on a noté qu'il n'y avait pas de mention de bâti dans les parties hautes du territoire départemental, en Oisans, dans les plateaux du Vercors, en Chartreuse, pas de mention de bâti. On s'est lancé dans une tentative de classement tout de même de ces sites, puisque 52, il va bien falloir faire des groupements pour essayer de les interpréter. On a appelé ce paragraphe un peu à la recherche d'une typologie perdue, parce que c'est bien difficile justement d'avoir une typologie clairement établie, ce qui ne nous surprendra pas au vu des 2 premières communications. Donc, on a essayé de constituer des groupes interprétatifs avec des sites qui ont des caractéristiques communes, hein, des groupes d'analyse fonctionnelle finalement, et vous verrez que certains sites sont mentionnés dans plusieurs de ces groupes et que la définition de ces ensembles, on espère, peut stimuler les échanges et la discussion, mais est complètement ouverte à la discussion. On va commencer par les sites qui se rapprochent de ceux dont Alain Kersuzan nous a parlé, les fortifications des conflits delphino-savoyards. Alors, les fortifications des conflits delphino-savoyards. Nous avons répertorié 16 cas, suffisamment documentés pour être clairement liés au conflit delphino-savoyard, qui provoquent ce mouvement de construction dans la première moitié du XIVe siècle. En effet, nous n'avons pas de mention antérieure à 1300. Alors, il s'agit de sites de limite entre les 2 principautés, ou même de frontières. En général, ces constructions viennent renforcer un réseau fortifié déjà constitué, en particulier dans des secteurs où les possessions entre Dauphiné et Savoie sont très intriquées et couvertes de fortifications multiples. Alors, on nous a mis en exemple la situation en Nord-Isère, que nous avions assez bien étudiée lors de l'inventaire des vals du Dauphiné. Au milieu d'un réseau déjà assez dense de châteaux, donc c'est les ronds rouges qui apparaissent,
viennent s'insérer 5 bâtis, donc 2 savoyardes, les Almières et la bâtie Montgascon, 2 côté savoyard, côté dauphinois, le Passage et la bâtie Divisin, et un dernier fortin est élevé dans la plaine en 1343, donc c'est les Abrais au sud. Il faut signaler d'ailleurs qu'au nord de ce dispositif, à Vézeron, il y avait aussi une bâtie qui est mentionnée dans les contes de Châtelline, la Tour du Pin. On rencontre également, donc là, la dernière bâtie dont j'ai parlé, celle des Abrais, sera même proche d'une grande bataille, la dernière grande bataille du conflit delphino-savoyard en 1354. On rencontre également dans cette zone, pour cette même période et dans ce même contexte, d'autres créations de fortifications qui ne sont pas appelées bâtis mais châteaux. Donc c'est le cas de Chabon, pour le côté savoyard, qui existe comme maison forte en 1306, mais qui, à partir de 1312 est reconstruite, et par la suite, ça devient le chef-lieu d'une châtellenie. Il en est de même pour Châteauvillain, qui est le côté delphinal, qui est distraite du mandement de la Tour du Pin. Dès leur création, on a la même chose aussi du côté de Dolomieu, côté savoyard, et dans la seigneurie de la seigneurie de Clermont, Volser, avant 1317. Dès leur création, ces fortifications sont accompagnées d'un territoire, distrait d'un mandement plus ancien et plus important, et c'est apparemment ce qui justifie qu'elles ne soient jamais appelées bâties. Mais ça pose question parce qu'elles sont parfaitement contemporaines des autres bâtis. Au niveau topographique, les sites, il y a 2 sites non localisés, c'est la carte suivante. Voilà. Donc, parmi toutes ces bâtis, 2 sont non localisées, c'est celle qui se trouve en particulier en Grésivaudan, et celle de Vézeron. Et sur les 14 sites localisés dans l'ensemble, on trouve 4 sites de hauteur, 7 sites moyens ou de pente, et 3 sites de plaine. Au niveau morphologique, on notera que l'implantation en hauteur n'exclut pas le recours à des terrassements parfois importants, comme à la bâtie de la Perrière, en cours de construction en 1312, où 2 fossés successifs séparés par une levée de terre barrent le chemin d'accès à Dextré. De même, à Voiron, à Montclar, le château, donc c'est un château savoyard, enfin, bâti savoyard, qui est édifié face au château de Clermont, qui, en 1338, au moment où le seigneur de Clermont passe définitivement dans l'alliance delphinale. Et donc, Montclar est édifié sur le territoire des châteaux de Voiron-Toulvon, qui à ce moment-là, d'ailleurs, forment qu'une seule châtellenie. Et on parle dans les contes de châtellenie de Chambéry, par exemple, il y a de l'argent qui est envoyé pour la construction de la bâtie neuve de Voiron. En 1340, d'ailleurs, le seigneur de Clermont va répliquer en construisant le château d'Hautefort juste en face. On remarque ici d'ailleurs un jeu de noms qui participe à la guerre en cours avec Montclar qui répond à Clermont et Hautefort pour montrer la puissance du seigneur. La construction de Montclar demande la présence de 12 charpentiers, mais sur le terrain, nous avons un reste d'une enceinte en pierre. Des questionnements se posent d'ailleurs sur l'évolution peut-être rapide de ces édifices. Mais par contre, nous n'avons pas de mention pour Montclar autre que ces charpentiers et on n'a pas de mention de construction en dur. Pour ce qui concerne Montclar, d'ailleurs, il y a un moment, il y a un châtelain, mais qui dépend du châtelain de Voiron. Et il y a même un droit de garde qui était perçu spécifiquement pour Montclar, encore à la fin du XIVe siècle. Donc ces bâtis prennent des formes variées dans leur position topographique et leur morphologie. Leur devenir est également varié. Disparition rapide pour 4 ou 5 cas, site devenant un chef-lieu de mandement, 5 cas, et 2 sites qui deviennent de simples maisons fortes. Alors, celle qui mérite qu'on s'y arrête, c'est la bâtie du Passage,
puisque c'est une bâtie qui à la fois est documentée par les textes et par le site qui est encore bien présent. C'est une bâtie neuve qui est bâtie par le seigneur de Clermont, mais avec un financement du Dauphin en 1342. Le passage qu'elle est chargée de surveiller devient, dans un premier temps, c'est un nom commun, et ça devient le nom propre, ça devient le nom du site. Alors, il faut savoir que c'est la liaison nord-sud entre les possessions de la Tour du Pin, par exemple, et celle plus au sud, comme Rives ou Saint-Étienne de Saint-Joire, et que c'était un peu le passage obligé pour le Dauphin. Donc, c'est pour ça, le passage obligé par la vallée de la Bourbe, et donc c'est vraiment une zone à surveiller. Et en même temps, c'est une zone proche de la frontière, puisque juste en face, il y a le château de la Palue et la bâtie des Abrets. Mais ce site, très rapidement, qui est d'abord appelé Bâti, devient un chef-lieu de châtellenie, puisque 4 ans plus tard, on a une procédure de délimitation du mandement, et qui restera d'ailleurs en place le lendemain du passage jusqu'à la Révolution. Par contre, l'édifice lui-même est abandonné déjà en 1433, puisque on ne peut pas hisser les bannières du Dauphin lors d'une procédure de fief rendable, puisqu'il n'y a plus de château ou maison. Le site lui-même est une enceinte quadrangulaire, c'est-à-dire en fait c'est une plateforme quadrangulaire entourée d'un fort fossé, et sur lequel a été bâtie une tour avec une enceinte et peut-être une aola, enfin un petit corps logique, tel qu'on peut le repérer aujourd'hui encore sur le terrain. Alors, certaines bâties, dans 7 cas de ces bâties de conflit, elles sont accompagnées d'un village ou d'un projet de village. Sur ce point, nos indices sont faibles. Dans 4 cas, l'existence du village n'est attestée que par une seule mention, et ces mentions sont souvent brevées d'incertitude. Ainsi, le site de l'U2 appelé Bastida en 1358, mais que le comte de Savoie envisage de reconnaître tenir du pape en 1339 avec 9 autres châteaux, avec ville close. Donc peut-être c'est un terme général, mais le lieu n'avait peut-être pas obligatoirement un village à proximité. Citons tout de même le cas intéressant des Avenières, dans le Nord-Isère, d'abord mentionné dans les textes sous le nom de Bâtie de Chessan en 1314. Le site est complété par un habitat et s'appelle Bâtie de Villeneuve en 1343, probablement à mettre en relation avec la Villeneuve de Sciez. Les textes les plus explicites sur cette question du village qui accompagne une bâtie portent sur le site de Gillenay, sur lequel nous avons eu l'occasion de travailler de manière approfondie. En 1323, Egidius de Boxezel fait hommage au comte de Savoie pour la maison forte de la bâtie de Gillenay, avec le bourg vieux et le bourg neuf, avec les fossés et les fortifications à faire, Dum suam fortem de Bastida di Gillenay, et Burgus Vetus et Novum et Fossata et Fortalicia, ibidem circumcercia facta et facienda. On puise ce site par la succession de ses propriétaires. C'est aujourd'hui le château de Montgontier, donc vous voyez une image ici, c'est un édifice sans caractère ancien, une belle reconstruction. Son organisation en 2 cours pourrait rappeler l'existence de l'ancien bourg entouré de fossés. Mais, petit point de méthode, on notera que non loin de ce site, sur la même côtière, les fortifications sont nombreuses. Denis Gonin, un collègue qui fait de la prospection dans la zone de la Bièvre, a identifié par prospection aérienne un site fossoyé disparu. À proximité encore, donc on le voit ici sur les photos, donc, toujours ces sites quadrangulaires avec un fossé et une plateforme. Et à proximité encore, la maison forte du Boucher, qui paraît elle aussi organisée en 2 vastes enclos quadrangulaires. Donc l'identification de certains sites est parfois ardue. Pour l'instant, cette question des villages à proximité d'une bâtie reste à revoir, et seul le cas présenté à Gillenay paraît tout à fait clair. La recherche demande donc à être poursuivie. Troisième cas de bâti, des bâtis privés pour s'approprier des terres. Alors, on a un exemple en Dauphiné.
C'est un peu anecdotique, mais c'est un texte de 1346 qui mentionne la construction de 2 bastitas par 2 seigneurs lors d'une guerre privée qui oppose Audebert de Châteauneuf, seigneur de Saint-Quentin-sur-Isère, et Hénard de la Tour, seigneur de Vinay. Chacun d'eux fait élever une bâtie en limite de ses possessions, l'un sur Saint-Quentin, l'autre sur la paroisse de l'Albinque. Alors, il faut savoir que la paroisse de l'Albinque, déjà, appartenait au Châteauneuf, et c'est le seigneur de Vinay qui construit dessus. Donc, il établit sa bâtie sur la terre de son ennemi. Cet acte, publié par le Valbonnais, est surtout connu parce qu'il a donné lieu à un arbitrage du gouverneur du Dauphiné, qui a ordonné la destruction sur 8 jours des 2 bâtis incriminés. Il s'agissait donc de structures légères, vraisemblablement édifiées dans le secteur inondable de la plaine de l'Isère, aujourd'hui canalisé. Un vrai travail de géoarchéologie et de datation des différents méandres, encore bien visible sur la carte, permettrait sans doute de mieux définir au moins les zones où ces 2 fortifications de terre ont été bâties. On peut aussi rapprocher ces 2 cas de l'île alpine, qui est aussi appelée Bâtie, qui est aussi le sujet d'une discorde entre le seigneur de Tulin et son gendre, l'Antenne de Saint-Quentin, donc c'est déjà le seigneur de Saint-Quentin, en 1278. Chacun des 2 seigneurs prétend que la terre où a été édifiée la bâtie lui appartient. Là encore, il s'agit d'appropriation de terre sans doute récemment inondée par la rivière. Bien que nommé bâtie, cet édifice paraît une simple maison forte où le seigneur de Tulin a signé son testament en 1274 et elle a encore désigné 2 fois sous le terme de maison et maison forte avant de disparaître de la documentation. Donc nous avons 3 exemples de bâtis qui jouent un rôle dans des conflits entre seigneurs, conflits d'appropriation de terres disputées. Elles ont des points communs avec les bâtis des conflits delphino-savoyards, usage de la terre et des terrassements, implantation de limites, plus usage dans la façon de faire la guerre. Fortin. Il vous reste 5 minutes. Oula. Ça va être difficile. Alors, on a identifié un groupe qu'on a appelé les bâtis annexes de châteaux, parce qu'on est parti de l'observation que plusieurs de ces bâtis portent le nom d'un château proche. Et donc, ça nous a amené à constituer cet ensemble sur lequel, donc, qui est plutôt dans le sud du département, sur lequel je vais parler juste de l'exemple de la bâtie de Grèce, qui est le site attesté le plus anciennement en Isère, puisqu'elle est mentionnée dès 1211, avant que le château de Grèce lui-même apparaisse dans les textes en 1305. En 1339, la Bastida de Grèce est décrite comme un édifice de 8 toises par 5, appelé aula, avec une enceinte de bois percée d'un grand portail en pierre. Dans le mandement de Grèce, à cette même date, il n'existe aucune autre maison forte. Et elle est décrite dans le paragraphe concernant le château de Grèce, puisqu'elle appartient au même seigneur, Guillaume Artaud d'Aix, en Diois. Géographiquement, la bâtie de Grèce est située à 4,5 km au sud du château de Grèce, donc avec une séparation qui est celle du col de la Lima. S'agissait-il de conforter la limite du territoire de Grèce ou simplement d'assurer la présence seigneuriale dans ce petit vallon isolé à plus de 1000 mètres d'altitude? Faudrait-il, pour apporter un autre éclairage sur ce site, pointer les différents châteaux de la famille d'Aix et se pencher sur la manière dont ils pouvaient se rendre d'un lieu à l'autre? Étudier les chemins et les circulations et voir le lien peut-être également avec le passage des troupeaux. La bâtie de Pinay est implantée entre 2 châteaux de la famille Allemand. Elle dépend du château d'Uriage, ici donc c'est à proximité de Grenoble, attesté dès le XIe siècle et doté d'un bourg castral, et occupe la crête qui sépare le territoire d'Uriage de la vallée où se trouve le château de Revel, mentionné seulement au XIIIe siècle. Elle se présente comme un tertre plus ou moins aménagé, et l'enquête de 1339 en dit « Les seigneurs d'Uriage ont une bâtie avec muraille, Bastida Murentia, entourée de fossés, qu'on appelle la bâtie de Pinay. » Bon, ces 2 exemples dont je viens de vous parler évoquent des sites modestes, non résidentiels,
qui ne semblent pas vraiment différents de ceux élevés dans le contexte des conflits delphino-savoyards. Pourtant, on n'est pas du tout dans la même perspective chronologique et leur position est tout à fait à l'écart des zones de combat ou d'imbrication des terres delphino-savoyardes. Pour avancer sur la connaissance de ces sites-là, il faudrait, me semble-t-il, s'attacher à mieux cerner l'histoire des familles qui les possèdent, plutôt... Oups. Oui. Bon, je recommence. Voilà. Plutôt se pencher, analyser le dossier sous l'angle des stratégies familiales et des concurrences entre seigneurs de rang comparable. Enfin, pour terminer sur ce dossier des annexes de châteaux, j'évoquerai le cas de la bâtie de Thorane, dans Trièves, commune de Saint-Michel-les-Portes. Le château de Thorane, qui vous vient d'apparaître avec le cercle rouge, se trouvait en rive droite du torrent de Grosse-Eau et la bâtie de Thorane juste en face, à moins de 700 mètres à vol d'oiseau. Pourtant, lorsque le site apparaît dans la première enquête du Probus, en 1250, il est rattaché à un château beaucoup plus éloigné, celui de Clermont. On aurait tendance à imaginer que là, le nom de cette bâtie, de Thorane, donc du nom d'un château proche, signale ici une réorganisation territoriale que la documentation rassemblée en l'état actuel ne permet pas de saisir. Pour ces bâtis annexes de châteaux, donc hormis les cas de fortins qu'on vous a présentés, les autres sites pour lesquels on a un petit peu de documentation évoquent plutôt de belles maisons fortes bien construites. Donc, nous avons aussi un certain nombre de cas, donc on a constitué un groupe de bâtis simples maisons fortes, à partir de mentions où justement on rencontrait ce terme de maison ou bâti, domus et ou bastida. C'est aux alentours de la Tour du Pin qu'on a 3 textes différents, donc ce n'est pas vraiment une formule de style dans un même texte, ou 3 reconnaissances de 3 petits nobles qui font des reconnaissances au dauphin, de petites noblesses rurales, où ils utilisent cette terminologie pour désigner le bâtiment qu'ils habitent. Donc, de ces édifices, on peut rapprocher l'ensemble des sites qui, lorsque nous les rencontrons dans les textes, nous paraissent la résidence d'un noble, souvent un cadet de famille seigneuriale. Et on ne voit pas très bien qu'est-ce qui peut les distinguer de simples maisons fortes pour l'instant. La bâtie Chamron, dont on a déjà parlé sur la commune de Saint-Igné, donc voilà l'emplacement du château de Montbonneau. Elle est appelée parfois la bâtie d'en bas par rapport à ce château de Montbonneau. Elle se trouve dans la plaine de l'Isère, ici. Une seconde bâtie est appelée la bâtie d'en haut dans certains textes, beaucoup plus en altitude sur la commune de Mélan. La bâtie Chamron apparaît en 1214 aux mains d'Odon allemand, donc cette même grande famille du sud de Grenoble qui tient plusieurs châteaux, sous le nom de Bastiam seu munitionem. Elle est associée à un péage sur l'Isère et donc rattachée au château delphinal de Montbonneau. En 1339, elle est décrite comme un édifice imposant, posé sur une motte, entouré de 2 fossés, dont l'un en eau, et composé de 2 bâtiments avec une grosse tour ronde en briques et un second édifice qui renferme salle, chambre, cuisine et poêle allemand. Voilà, en conclusion. Alors finalement, les points communs à toutes ces fortifications appelées bâties sont peu nombreux. Nous avons tenté de regrouper les sites dans des ensembles interprétatifs, mais pour un premier essai d'analyse du phénomène des bâtis en Isère, il n'est pas certain que les lots que nous avons proposés constituent les bonnes clés d'interprétation et nous soumettons cette approche à commentaire. D'autre part, je rappelle que nous avons travaillé sur un corpus assez inégal. On ne dispose pas de données pour tous les sites. Or, une interprétation ne peut se faire que dans la connaissance fine du contexte, site par site. Ceci dit, 3 points nous paraissent une constante du phénomène. Numéro 1, une bâtie est une fortification secondaire qui s'insère dans un réseau fortifié déjà constitué.
Deuxièmement, une bâtie paraît le plus souvent une construction de limite, même si la notion de limite ne doit pas être entendue au sens de frontière. C'est le cas des fortins nés des guerres delphino-savoyardes, mais aussi des éphémères installations privées édifiées lors des conflits entre seigneurs. On évoque aussi ce point pour des bâtis annexes d'un château au chef-lieu de châtellenie, même si la question demande à être revue de manière plus approfondie, en s'appliquant à mieux cerner les stratégies familiales. Enfin, troisièmement, l'emploi du terme bâti au Moyen Âge s'accompagne souvent de l'usage d'autres mots. La multiplication des désignations exprime probablement un doute dans l'esprit du rédacteur. Au Moyen Âge déjà, le terme bâti renvoyait à une réalité difficile à cerner. Il n'est donc pas étonnant que ce soit encore le cas pour nous autres pauvres historiens d'aujourd'hui. Merci. La bâtie d'Arvilla. Alain Kersuzan a levé la main. Oui, j'ai 3 choses à demander. D'abord à Annick, dans l'ordre chronologique des discours. Ces bâtis du XVIe siècle dont tu nous as parlé, là, 1535, je crois, ne croyez-vous pas que c'est pour faire ancien, cette affaire-là? Ne c'est pas de volonté pour une nouvelle construction de la part d'une récente implantation mobilière de faire croire, comme c'était bien le cas à cette époque-là, que l'on avait ici une implantation très ancienne pour justifier en quelque sorte cette implantation nouvelle ici. On le voit pour beaucoup d'autres choses. Voilà, donc est-ce qu'au XVIe siècle, j'avais déjà écrit un truc là-dessus, pour... oui, voilà. Parce qu'au XVIe siècle, parler de bâti ne veut pas dire que ce n'est pas une bâtie, bien entendu, ni dans un sens ni dans l'autre, mais que c'est pour faire croire, donner une image d'ancienneté d'implantation. Alors, 2 choses. D'abord, le site en question, la bâtisse Essinet, on le piste depuis 1277, sous d'autres noms, donc ce n'est pas un site récent. En revanche, c'est tout à fait possible qu'il y ait eu, je sais pas, une mode ou un goût pour le terme bâti qui justement renvoyait à une réalité forcément ancienne. Et ça peut aussi aller avec quelque chose que tu as évoqué, Alain, avec une reconstruction peut-être. Peut-être qu'à ce moment-là, ce seigneur-là fait faire des gros travaux et du coup, il renomme sa maison forte banale comme bâtie pour effectivement la différencier d'autres. D'accord. Maintenant à Jean-Pierre. Alors, tu nous dis que Dolomieu était savoyard. Or, quand même, dans les comptes des registres du bailliage de la Tour du Pin, Dolomieu, c'est une châtellenie dauphinoise et il y a une sellerie dauphinoise aussi. Hein, mais il y a c'est dauphinois, au moins jusqu'en 1330, jusqu'en 1355, quoi. Non. C'est dauphinois. En 1314, c'est pris. Alors, il y a un moment, Dolomieu, c'est un fief qui est tardivement récupéré par les Savoyards. En fait, je crois que la date, c'est 1314. Ah bah non, 1304, on a des comptes en 1313, dans les comptes du péage de la Tour du Pin, c'est tout dauphinois. Oui, mais dans le traité de 1314, Dolomieu passe aux Savoyards. Et à la fin, d'ailleurs, Dolomieu sera... pourquoi il y a des comptes de châtellenie dauphinois et de sellerie dauphinoise dans le bailliage de la Tour du Pin? C'est possible. Alors, ah bah c'est pas possible, je veux dire. Non, mais c'est certain. Je l'ai aussi en 1314 dans le traité de Chaparillan. Ouais. Dolomieu passe au Savoyard. Et je crois même, il faudrait que je vérifierai, mais je crois bien que Dolomieu est resté Savoyard jusqu'en 1377. Alors, ça fait partie des châtellenies qui ont été cédées, pas après en 1355, mais en 1377. Alors, c'est quoi? C'est le Beauvoisin, les Avenières, etc. Ouais, il me semble que là, on pourrait évoquer le fait que les structures administratives ont tendance à se maintenir et de la part du dauphin, maintenir une structure administrative de Dolomieu, même s'il a perdu la bâtie, c'est une manière de continuer à réclamer ce site et à dire que ça lui appartient. Il peut réclamer, je suis d'accord avec toi, mais enfin, il y a des rentrées de froment, de tout ça, quoi. C'est pas de la réclamation, ça, c'est effectif. Il y a même des dépenses où les gens de Dolomieu,
à Dolueu, il y a des négociations à propos de faits agressifs qui ont lieu dans la partie territoriale où j'ai parlé. Et puis il y a le Châtelain, et il y a le Sévérier aussi. On a une vraie administration comme ailleurs. Est-ce qu'ils disent pas que c'est le Châtelier est en pariage, hein, ça aurait pu. C'est maman qui vient te chercher. C'est maman. C'est maman qui vient te chercher. Bon, ben, je l'attends. Pour revenir à la question administrative, je pense que vous avez tous les deux raison, c'est-à-dire que le dauphin fait rendre des comptes sur la sellerie de Dolomieu, et en revanche, la châtellenie proprement dite, elle est bien passée au Savoyard, au moins pendant ce laps de temps. Et on retrouve un peu le même problème à Montluel, hein, avec la bâtie Montluel, justement. Ouais. À Montluel, il y a eu aussi le problème d'Azieux, puisqu'à un moment, ils ont été copropriétaires d'Azieux. Ils étaient en plein conflit, et parce qu'ils avaient racheté l'un un seigneur et l'autre un autre seigneur. Le dauphin avait un morceau et le comte de Savoie avait l'autre. Donc, il avait racheté au Chanlieu, et je crois que le dauphin avait racheté au Montluel, justement. Donc, ils pouvaient se trouver dans le même lieu avec des possessions. Oui, bah, bon, Montluel, c'est évident. Ouais. Montluel, c'est évident. On a des comptes des deux parties. Mais c'est la même situation. C'est la même situation, mais inversée. Moi, j'ai rien trouvé de Savoyard pour Dolomieu. Je revérifierai, puis je te ferai passer. Ouais. Si je trouve ce que j'ai. Je crois que Frédéric mérite voulait poser une question. Non, il faut mettre le micro, là. Voilà, est-ce que vous m'entendez? Oui. D'accord. Donc, je pense essentiellement, donc, c'est bâti, c'est lié à des conflits militaires, clairement, qui soient passés, dans lesquels on a des éléments, hein, comme pour le Nord Dauphiné, mais peut-être pour lequel on n'a pas d'éléments, parce que on n'a pas les textes, etc., ce qui fait une certaine confusion. Donc moi, je voudrais revenir sur le cas particulier du conflit, justement, entre les Châteauneuf et les Sires de Vinay, où là, effectivement, on a pas mal de textes sur l'édification de bâtis. Donc Jean-Pierre Moine en a parlé avec Annick Clavier. Donc vous évoquiez la bâtie de Saint-Quentin qui serait peut-être en plaine. Bon, je peux vous dire, je sais où elle est, la bâtie de Saint-Quentin, donc elle n'est pas dans la zone inondable, donc je me ferai un plaisir de vous donner cette information. Pour celle de l'Albinque, c'est plus délicat à définir, je ne sais pas exactement où elle est. Elle est probablement sur l'Allègrerie, qui est un faubourg de Vinay, on va dire, et qui me semble dépendre pour le coup de la paroisse de l'Albinque. Donc, encore une fois, il faut bien faire attention de quoi on parle dans ces notions de territoire. Est-ce qu'on parle du mandement? Est-ce qu'on parle de la paroisse? Enfin, tout ça, comme tous les gens qui étudient les écrits le savent, c'est souvent source de confusion. Voilà. Et dans le cadre de ce travail donc, sur ces bâtis et de mon travail donc, sur Armieux, j'ai découvert une tour isolée juste à côté d'Armieux, donc qui était frontalier avec Saint-Quentin, et sur lequel se cristallisaient finalement les oppositions entre les seigneurs de Châteauneuf et de Vinay. Une petite tour perdue au milieu des bois. Donc j'ai crié hurrah, j'ai trouvé une bâtie. Et finalement, cette petite tour donc, qui est bien visible actuellement, dont j'ai envoyé quelques photos à Annick Clavier là, il y a 2 jours, elle dépend pas du tout du sieur d'Armieux ni de Vinay, mais dépend du mandement du château de Rovon qui est à côté. Donc en fait, sur une petite enclave de cette seigneurie de Rovon, à l'intérieur de la seigneurie de Vinay, et sur lequel, manifestement, il y a une tour. Alors, j'ai très peu de textes concernant cette tour, et je m'attendais à l'évocation d'une bâtie, et finalement, j'ai un texte de 1484 qui la désigne comme une Torovella. Alors, je ne sais pas si parmi vous, vous avez déjà vu ce terme, moi non, une Torovella. Ah oui, peut-être. Peut-être Tornella plutôt, non? Un N plutôt qu'un V? Alors,
Torovella ou Toronella. Ah, c'est mieux. Oui. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, ce terme. Tornella, oui, on l'a fréquemment dans les descriptifs de châteaux. Hein. Ouais, c'est une Ce sont petite souvent tour, quelque chose comme ça, non? souvent des tours ouvertes à la gorge. D'accord. Donc là, c'est une tour parfaitement ronde qui reprend un petit peu le concept de la bâtie finalement, puisque c'est sur une autre seigneurie à l'intérieur d'une grande seigneurie. Donc je me demandais aussi dans cette notion de bâti, par rapport à ce que j'ai trouvé là, où effectivement il n'y a pas le terme bâti, il y a le terme de Toronella, si c'était pas lié aussi à des enclaves finalement, où les gens d'une autre seigneurie avaient besoin aussi de pouvoir se réfugier, enfin ce genre de choses. Bon, ça, l'idée de refuge, moi personnellement, j'y crois pas beaucoup, même pas du tout. En revanche, le fait qu'on ait des enclaves de seigneuries à l'intérieur d'autres, oui, on en trouve quelques exemples. Pour l'instant, je peux pas les mettre en relation directement avec les bâtis. Voilà. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire sur le sujet. Merci beaucoup. On va peut-être, parce que le temps… J'avais encore quelque chose à dire. Oui, mais rapidement, s'il te plaît. Oui, bon, autour le mot Toronella qui est toujours ronde. Moi, j'ai toujours trouvé Toronella rotonda. Voilà. Ça va souvent avec. Donc, une tour ronde, elle est en effet ronde. Effectivement, Autour ouverte à la gorge, on a plus souvent le mot falsature. Ah, ça, tu vois. d'accord. Ouais, c'est une fausse tour. Voilà. Et puis maintenant encore, la Perrière, tu nous dis que c'est une bâtie, la Perrière? C'est quand même plus que ça, quand même. Un ou deux textes qui sont dits où elle a été signée comme bâtie. Ah Mais ouais. par la suite, c'est comme Montclar d'ailleurs. Montclar, c'est d'ailleurs le même mandement, hein. C'est la même morphologie, puisque c'est exactement en limite de possession d'un côté du Ah Seigneur ouais. Bon, et la Perrière, c'est juste en limite avec le Dauphiné, avec le Ouais. mandement de Voreppe. Donc, c'est dit bâti dans un premier temps, mais après, ça s'appelle château. Ouais. Après, c'est le terme gastrum qui est prédominant et jusqu'à nos jours d'ailleurs. Hein, on dit toujours château aujourd'hui. Ouais. Chez les Dauphinois, parce que les Savoyards appellent ça une maison. Non, même j'ai Ah des ouais. textes. Ouais, il y a le texte, je crois que c'est c'est en 1355 dans le traité. Il me semble que Montclar est désigné comme château. Hein. Ah, mais je suis pas ici loin, moi. Je suis allé jusqu'à la mort du dauphin. Bah, après, la Perrière, oui, est démolie, donc après, Ah on ouais. n'en parle plus. Mais C'était quand même assez grand. oui.